Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui s'intitule L'épreuve de droits et obligations, les clés pour se préparer efficacement. Alors nous allons tout d'abord vous présenter le programme de l'épreuve de droits des obligations en reprenant l'arrêté du 17 octobre 2016 qui fixe le programme de cet examen d'entrée. Alors, comme vous le savez sûrement et comme vous pouvez le constater sur ce support, l'épreuve de droit des obligations est constituée de 4 blocs matières. Tout d'abord le droit des contrats, la responsabilité civile, le régime général des obligations et enfin l'épreuve. Donc le programme, je dirais, de l'épreuve de droit des obligations est classique et conforme en tout point à celui de l'arrêté du 11 septembre 2011, abrogé donc par l'arrêté du 17 octobre 2016. Alors venons maintenant sur le détail de chaque bloc matière. En vérité, on a vu qu'il y a 4 blocs matières. Le premier bloc matière, c'est le droit des contrats. Droit des contrats, mais je dirais tout d'abord qu'il ne faut pas exclure les quasi-contrats. Donc n'excluons pas les quasi-contrats, bien que l'arrêté ne les mentionne pas, ils font part intégrante du programme de révision. Alors qu'est-ce qu'on entend par contrat et quasi-contrat? C'est évidemment très classique. Évidemment, le droit des contrats contient les règles applicables à la formation du contrat, donc les conditions de validité du contrat, qui sont désormais fixées par l'article 1128 du Code civil issu de l'ordonnance. Évidemment, tout ce qui a trait aux sanctions de la formation des contrats, donc la nullité, mais aussi la caducité. Évidemment, à part la formation du contrat, on s'intéressera aux effets du contrat. Donc les effets du contrat, effets entre les parties, force obligatoire, effet translatif, effet à l'égard des tiers, la question de l'opposabilité du contrat aux tiers. Et évidemment, une partie aussi très importante, ce sont les sanctions de l'inexécution du contrat. Les sanctions de l'inexécution du contrat. Et nous verrons ensemble que l'ordonnance du 10 février 2016 innove relativement à cette question des sanctions de l'inexécution du contrat. Donc cette partie-là est classique, je dirais qu'elle est assez balisée. Donc ne pas négliger non plus, c'est un autre point, ne pas négliger non plus les quasi-contrats. Les quasi-contrats figurent au programme de l'examen d'accès au CRFPA, bien que l'arrêté du 17 février 2016 ne les mentionne pas. Par quasi-contrat, bien évidemment, on entend classiquement la gestion d'affaires, l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu. Donc voilà pour le premier bloc matière, contrat et quasi-contrat. Deuxième bloc matière, la responsabilité civile. Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité civile? Évidemment, responsabilité contractuelle, donc la responsabilité contractuelle, avec évidemment la question également des clauses qui aménagent l'inexécution du contrat, évidemment, donc clause résolutoire, clause pénale, clause limitative de réparation, toutes les clauses qui aménagent l'inexécution du contrat. Et on entend également la responsabilité extra-contractuelle, qui désormais est codifiée à droit constant aux articles 1240 et suivants du Code civil. Donc évidemment, les régimes généraux, c'est classique, fait personnel, fait des choses, fait d'autrui, mais également les régimes spéciaux. Donc responsabilité du fait des produits défectueux, évidemment la loi de 85 sur les véhicules terrestres à moteur, mais également la responsabilité médicale, donc ça c'est un point important, et je dirais également certaines responsabilités professionnelles. Il faut avoir quelques notions de la responsabilité civile de l'avocat, quelques notions de la responsabilité civile du notaire, et également, je dirais, quelques points sur la responsabilité civile en matière sportive. Là aussi, ça fait partie du programme. Donc là aussi, bloc matière important sur la responsabilité civile. Passons maintenant au troisième bloc matière. Troisième bloc matière consacré au régime général de l'obligation.
Régime général de l'obligation, donc là aussi c'était assez facile de circonscrire ce bloc matière, avec tout d'abord les actions ouvertes aux créanciers, donc tout ce qui porte sur le droit de gage général, tout ce qui porte donc sur l'action directe, l'action oblique, l'action polienne. Ensuite, les modalités de l'obligation, la condition, le terme, la solidarité, les opérations sur obligation, délégation, subrogation, cession de créance, etc., cession de contrat. Alors, cession de contrat, on l'étudiera en droit des contrats, mais ça fait partie de ces mêmes opérations. L'extinction des obligations, tout ce qui a trait donc au paiement, c'est-à-dire la compensation, la datation en paiement, etc. Et enfin, les restitutions, là aussi, les restitutions seront étudiées dans le cadre du régime général de l'obligation. Enfin, dernier bloc matière, les preuves. Les preuves, donc le droit de la preuve, avec évidemment les principes généraux qui régissent le droit de la preuve, système de preuve légale, système moral, et les trois questions classiques, la question de savoir qui prouve, la charge de la preuve, la question de savoir que doit-on prouver, l'objet de la preuve, et ensuite comment prouver les modes de preuve. Voilà. Donc voilà pour, je dirais, ce zoom sur chaque bloc matière. Finalement, il est assez facile et précis donc de circonscrire le domaine de chaque bloc matière. Domaine qui est donc évidemment extrêmement important et qui recouvre l'équivalent de 4 semestres de formation, droit des contrats, droit de la responsabilité, régime de l'obligation et droit de la preuve. Alors, maintenant, quelques conseils pour aborder les révisions en droit des obligations. Conseil numéro 1, vous ne devez négliger aucune matière. Vous ne devez négliger aucune matière parmi ces 4 blocs matières. Ce qui signifie que vous pouvez être interrogé sur n'importe quelle partie du programme. Et je dirais même plus, vous avez de fortes chances d'être interrogé sur l'intégralité du programme. Avant, lorsque l'examen était local, donc organisé directement par les IEJ, on avait l'habitude de considérer que c'était tel professeur qui rédigeait le sujet de l'examen, et tel professeur appréciait davantage le droit des contrats que le droit de la responsabilité, ou bien excluait totalement de son examen le droit de la preuve. Aujourd'hui, vous ne vous pouvez plus raisonner comme cela. Et vous devez vous dire que ces 4 blocs matières ont la même importance. Autrement dit, vous avez de fortes chances d'être interrogé sur l'intégralité du programme, surtout que c'est facile à faire dans le cadre d'une consultation, de vous poser une question en droit des contrats, en droit de la responsabilité, en RGO, en droit de la preuve. Donc, ne négligez aucune matière parmi ce programme. Conseil numéro 2, les indispensables pour réussir. Alors, pour réussir, je dirais qu'il y a 4 éléments principaux. Pour réussir donc votre épreuve de droit des obligations, il faut un solide socle de connaissances en droit des obligations. Alors, bien évidemment, nous sommes là donc pour vous aider à acquérir ce socle de connaissances en droit des obligations. Les supports également de cours qui vous seront remis sont également là pour vous aider à maîtriser ce socle de connaissances. Et vous devez, vous, individuellement, faire des fiches pour acquérir ce cours. Et je reviendrai tout à l'heure sur la méthode, sur le fichage de votre cours, afin de vous permettre, je dirais, donc d'acquérir les connaissances en droit des obligations. Donc, premier point, un solide socle de connaissances. Deuxièmement, bien évidemment, il faut une bonne méthodologie de la consultation en droit des obligations. Et là aussi, nous sommes là, nous enseignants, pour vous former à la méthode de la consultation, étant précisé que si vous êtes familier des cas pratiques, vous êtes sûrement beaucoup moins familier à l'université des consultations
Donc nous sommes là pour vous former à la méthode de la consultation et pour vous exercer à rédiger des consultations juridiques. Troisième point, une bonne connaissance de l'actualité. Comme je l'indique, les rédacteurs de sujets d'examen ont souvent tendance à se laisser guider par l'actualité la plus récente. Étant précisé que les sujets doivent être rédigés, je dirais au mois de mai ou au mois de juin, donc il faut constamment suivre cette actualité pour finalement connaître un peu les tendances du moment et les domaines dans lesquels vous êtes susceptible d'être interrogé. Donc toujours se tenir au courant de l'actualité et évidemment compléter son socle de connaissances par des points d'actualité. Enfin, dernier secret pour réussir, évidemment, des entraînements réguliers. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en rédigeant des notes de synthèse qu'on devient bon en notes de synthèse, et c'est en rédigeant des consultations qu'on devient bon, évidemment, dans cet exercice. Donc faites l'effort également de rendre systématiquement vos devoirs et de vous entraîner, de profiter de tous ces entraînements pour parfaire votre méthode. Alors, conseil numéro 3, rédiger des fiches pour chaque bloc matière. Donc nous vous fournissons des supports de cours, nous allons faire cours, et également vous dispenser des séminaires de correction, mais vous, votre travail personnel va consister en la rédaction de fiches, des fiches pour chaque bloc matière. Il est important que ce soit vous qui rédigez les fiches. Pourquoi? Parce que l'apprentissage se fait avant tout par une mémoire visuelle. Donc si vous avez vous-même rédigé vos fiches, si vous les avez conçues, vous aurez plus de facilité à retenir les connaissances. Alors je dirais qu'il faut rédiger des fiches pour chaque bloc matière. Il faut donc rédiger des fiches pour chaque bloc matière. Alors, en droit des obligations, c'est facile, hein, vous rédigerez des fiches en droit des contrats, en droit de la responsabilité, en régime des obligations et en droit de la preuve. Pour prendre l'exemple du droit des contrats, vous allez sélectionner des thèmes, par exemple le thème des vices du consentement. Et pour ce thème des vices du consentement, plutôt que de relire, de réécrire ou de synthétiser le cours sur les vices du consentement, je vous propose plutôt de faire des fiches très synthétiques. Par exemple, vous pouvez très bien réaliser un tableau synoptique, une comparaison des vices du consentement entre l'erreur, le dol et la violence, pour voir finalement les éléments communs et les éléments divergents. Donc plutôt que de ficher son cours sur 10 pages sur les vices du consentement, vous pouvez le ficher en 1 ou 2 pages sous la forme d'un tableau comparatif sur les vices du consentement. Idem également sur, par exemple, la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle. Donc là, je vous ai donné à l'écran un exemple de fiche que j'ai rédigé pour vous, en me mettant à votre place, à la place de l'étudiant. Évidemment, si on distingue entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle, c'est pour leur appliquer un régime juridique différent. Alors, voilà, on peut résumer cette différence de régime à travers ce tableau que vous auriez pu vous-même rédiger. On voit, sans rentrer dans le détail, que évidemment responsabilité contractuelle et extra-contractuelle ont un fondement juridique différent. 1231-1 et suivant pour la responsabilité contractuelle, 1240 et suivant pour la responsabilité extra-contractuelle. Le fait générateur également est différent. Le préjudice réparable également est différent. Vous savez qu'en matière contractuelle, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable, tandis que le droit de la responsabilité extra-contractuelle est guidé par le principe de réparation intégrale. Les clauses limitatives de réparation sont évidemment valables en matière contractuelle, c'est le principe de liberté contractuelle, elles sont nulles sur le fondement extra-contractuel. On peut également voir la question de la prescription qui désormais est uniforme et la question de la mise en demeure
Seule pour la matière contractuelle, eh bien, une mise en demeure préalable est obligatoire. Donc vous voyez, à travers ce bref tableau que vous auriez pu rédiger, on peut finalement très rapidement ficher son cours, de même que pour les vices du consentement, de même que pour les clauses abusives. On pourrait par exemple faire une comparaison entre les clauses abusives en droit de la consommation, en droit commercial et sur le terrain du droit commun. Donc là aussi, c'est une façon finalement assez rapide et qui permet de retenir l'attention, de ficher son cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.